Bienvenue à tous sur le mug numéro 229 en ce mercredi 28 octobre. Bonjour à tous, j'ai un petit peu raté la transition. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme ce matin. Salut le tutorien, salut Techni Savoir, salut Mouik Mouik Hathor, salut Cartman, Benji Volt, FR Jess, je vois qu'il y a déjà du monde, Swan68, salut à tous. J'espère que vous êtes bien installés. Salut Samuel. Eh bien écoute, moi ça va, tu me demandes comment ça va, merci. Moi ça va, la forme, je suis contente de vous retrouver, des articles intéressants et une série dont je voulais absolument vous parler. Donc voilà, donc j'ai hâte d'y arriver. Enfin, on a un bon petit programme ce matin. J'espère que vous allez apprécier autant que moi. Est-ce que le PC s'envole? Tout à fait, Alex Bou. Tu as tout à fait décodé le son de mon ordinateur. Je pense que le live l'éprouve un petit peu et donc il souffle, mais plus actuellement. À croire que finalement de lancer le live en lui-même, ça marche bien et que c'était juste le générique d'attente ou le générique tout court qui l'a fait décoller. Là, il s'est calmé soudainement. Écoutez, tant mieux. Sans plus tarder, je vous propose de commencer avec les actualités tech ce matin et on commence tout de suite. Alors on commence avec quelle actualité? Eh ben l'actualité assez rigolote on va dire, c'est tout simplement le site de campagne de Donald Trump, du président Donald Trump actuel, qui a été piraté. Et oui, il y a eu donc ce qu'on appelle un scam. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben ça s'est passé mardi après-midi, donc hier après-midi en fait. Le site internet, en tout cas la homepage du site internet, a affiché un message. Je vais carrément même vous le montrer si je peux. Je peux pas, donc attendez, je vais vous faire ça parce que quand même c'est intéressant de le voir. Il faut que je trouve une source où je peux afficher l'image correctement. Ce qui n'est pas le cas dans Liner a priori. Est-ce que dans Flipboard ça fonctionne mieux? Oui, ça a l'air. Très bien, donc ça je peux vous montrer. Et donc vous aviez ce message qui était affiché, donc ce site a été pris, donc ça imite un petit peu le FBI, etc. Et avec des petites phrases du genre le monde en a eu assez de la désinformation qui a été propagée chaque jour par le président Donald Trump. C'est le moment de permettre au monde de connaître la vérité. Désolée, je vous fais une traduction mot à mot là, c'est pas génial. Mais en gros, il est temps que le monde connaisse la vérité. Voilà. Donc voilà en gros le message. Donc évidemment, hein, l'espèce d'arnaque qui a été mise en place a été retirée au bout de quelques minutes, donc ça n'a vraiment pas duré très très longtemps. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a aucune indication que ce que disent les hackers, c'est-à-dire qu'ils ont eu accès à Donald Trump et à ses proches et qu'ils ont eu accès également à des conversations secrètes qui communiquaient des informations classifiées. Tout ça, ça n'a pas été confirmé, il n'y a pas d'indication que des données aient pu être accédées. Donc ça, c'est quand même un peu plus rassurant quand même. Et d'ailleurs, il y a eu un représentant qui l'a confirmé. C'était voilà, le directeur de campagne Tim Murtaugh a confirmé qu'il n'y avait pas eu d'exposition de données sensibles suite à ce hack. Donc voilà, je pense qu'on peut déjà là-dessus se rassurer. Par contre, ce qui est intéressant dans la manière dont ils ont mis en place ce hack et cette arnaque, hein, donc c'est tout simplement, ils demandent quand même
en fait, ils vous laissent le choix sur le futur des données, ce que soi-disant ils ont. Et en gros, ils disent, pour ceux qui veulent avoir accès à la vérité, et ben voilà, vous avez une adresse qui correspond à une adresse Monero. Ou sinon, vous pouvez aussi payer pour une autre adresse Monero, mais cette fois-ci, c'est pour justement ne pas partager les données. Voilà. Donc Monero, c'est tout simplement une crypto-monnaie qui est facile à envoyer mais beaucoup plus difficile à traquer, et donc c'est pour ça que c'est une des monnaies privilégiées dans ce genre d'opération de hacking, puisque justement on ne peut pas remonter à la source a priori. Donc voilà, c'est un comportement assez classique d'arnaque sur internet. C'est de mettre à disposition des adresses pour faire des virements en crypto-monnaie pour accéder à la requête des hackers. En effet, par contre, comme je le disais, il n'y a rien qui prouve qu'ils aient eu accès à ces données sensibles. Donc, en effet, il s'agissait quand même bien d'une arnaque. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus ? Donc comme je vous le disais, en quelques minutes, ils ont remis le site d'origine, que c'est une pratique assez classique. Ce qui est intéressant ici, c'est que là, ils se sont attaqués au site de campagne de Donald Trump, qui est quand même une cible privilégiée. Pourquoi ? Parce que c'est des sites internet qui sont très visités, très publics, très connus, de personnalités reconnues. Donc ils vont avoir une couverture médiatique assez importante, et donc ils vont attirer beaucoup plus de monde. Et ils sont généralement quand même beaucoup moins bien protégés que par exemple le site de la Maison Blanche. Donc c'est pour ça que ça en fait quand même des cibles de choix pour les hackers. En tout cas, il n'y a aucune preuve non plus que cette attaque, ce hack, a été initié par un pays ou par un parti politique, même s'il y a une connotation politique dans le message qui a été partagé sur la homepage. En tout cas, il n'y a eu aucune confirmation de ce côté-là. Je pense qu'ils sont encore aussi en train de mener l'enquête potentiellement. Voilà. Et je pense que je vous ai tout dit. Mais en tout cas, c'est assez cocasse, puisque ça vient juste après la déclaration de Donald Trump, je crois que c'était la semaine dernière, où il disait que personne n'est hacké aujourd'hui, etc. Donc, en effet, je pense que là, il faudrait qu'il se mette un petit peu plus à jour sur ses propres affaires, puisque son propre site de campagne l'a été. Et justement, c'était je crois la semaine dernière ou récemment, son compte Twitter aussi, un chercheur avait deviné le mot de passe du compte Twitter du président, ce qui est quand même assez problématique. Heureusement, il n'avait pas eu de mauvaises intentions, donc il n'y avait pas eu de hack là, mais en tout cas, le mot de passe avait été deviné. Puis il y avait également eu les hôtels de Donald Trump qui avaient été hackés bien avant ça. Également, donc il faudra qu'il se rafraîchisse un petit peu la mémoire peut-être de ce côté-là. En tout cas, c'est résolu, le site est revenu à la normale, donc voilà, je voulais juste vous partager cette petite brève. Voilà. On continue avec la news. Oui, vous partagez le mot de passe. Je crois que tu as oublié un point d'exclamation, Guillaume. En tout cas, moi, dans l'article, il mettait un point d'exclamation après le MAGA 2020. Mais oui, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Je trouve ça génial quand même. Mais on continue avec la news du jour. C'est le rendez-vous des CEO Facebook, Google et Twitter qui vont devoir faire coucou au Congrès, plus précisément au comité du commerce, ce mercredi. Et donc cette fois-ci, par rapport aux autres auditions qui a pu se faire précédemment. Cette fois-ci, cette audition va être vraiment concentrée sur la politique de modération qui est appliquée par les plateformes sur le contenu généré par les utilisateurs. Donc ça, c'est très très intéressant, et surtout, ça peut avoir des répercussions très importantes pour là ces trois business, puisque là avec Google on parle évidemment de YouTube et autres. Avec Facebook, c'est tout le principe de poster des commentaires sur la plateforme et d'alimenter en contenu le réseau social. Sans contenu, le réseau social ne sert à rien, et Twitter, c'est la même chose. Donc évidemment, toute
tout changement sur la légalité et la réglementation sur ce contenu, cette modération du contenu généré par utilisateur. Excusez-moi, j'ai Liner qui a planté en plein milieu de mon article. Voilà, peut avoir des répercussions très importantes pour ces trois sociétés. Donc, ça va être vraiment un petit rassemblement de stars, puisqu'on va avoir du coup Mark Zuckerberg, Jack Dorsey et Sundar Pichai qui vont se rassembler et prendre le café ensemble. Ça sera peut-être un petit peu moins relax que ce que je viens de dire, mais potentiellement, ça pourrait être intéressant. Donc, comme je vous le disais, ils vont cibler les discussions précisément autour de la modération du contenu généré par des utilisateurs. Et donc, ça tape pile poil dans la section 230 de la Communication Decency Act qui régule un petit peu tout ça. Voilà, donc évidemment, les trois CEO ont exprimé leur inquiétude quant à quelconque changement, désolé, je vous ai fait un anglicisme affreux là, mais quant à quelconque changement sur cette section 230, et comme quoi ça mettait en danger justement le business complet de leur société. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire évoluer, mais en tout cas, voilà, ils y vont avec beaucoup de précautions. Donc, pas beaucoup plus d'informations pour l'instant. Qu'est-ce que je peux vous dire peut-être? Des petites citations que j'avais notées, je crois. Je vais voir si je les retrouve rapidement. Voilà, donc pour plus d'informations, la section 230 protège justement ces sociétés contre la responsabilité sur le contenu généré par les utilisateurs et leur donne l'autorisation d'enlever du contenu et de modérer du contenu généré par les utilisateurs en fonction de certains critères. Voilà, et donc du coup on avait notamment Jack Dorsey qui disait que changer ou modifier ou entamer la fondation de cette section 230 pourrait faire s'effondrer et détruire comment on communique aujourd'hui sur Internet en ne laissant qu'un petit nombre de géants bien financés en société tech. Voilà, donc ça c'était une citation de Jack Dorsey. On avait... voilà, Zuckerberg avait également mis en lumière que toucher à cette section 230 allait justement impacter la moindre modération sur ces plateformes. Donc voilà, la modération sur ce type de plateforme, c'est quand même très important. Voilà, pas grand-chose de plus d'intéressant. Je pense que Guillaume, demain matin avec le mug, pourra vous faire un petit récap un peu plus intéressant puisqu'on aura eu les discussions déjà. Mais en tout cas, à regarder sur TechCrunch, vous aurez même un petit débrief en direct sur le site si vous souhaitez suivre les discussions de ces trois CEO et leur audition devant la commission. Voilà. On continue avec des nouvelles du côté de Microsoft Teams. Microsoft Teams, vous savez, c'est le nouveau service nouveau, pas si nouveau que ça, mais en gros, c'est un concurrent de Slack, mais qui fait partie de la suite Office, donc chez Microsoft, et du coup, le fait d'être dans un bundle de services professionnels pour lequel de nombreuses sociétés aujourd'hui utilisent au quotidien, c'est un vrai avantage de distribution pour Microsoft, et donc c'est intéressant de regarder un petit peu les chiffres de croissance pour Microsoft Teams. Et donc évidemment pour tout ce type de service, Slack, Microsoft Teams, etc., la crise sanitaire a boosté l'adoption parce que du coup qui dit confinement dit on utilise des outils de communication digitaux, asynchrones, etc., ou synchrones pour pouvoir échanger et garder une connexion avec ses équipes. Donc ça a été le cas en effet de Slack, mais ça a été le cas également de Zoom, de Google Hangout, etc. Tous ces systèmes qui permettent soit de communiquer en vidéo live avec ses collègues, ou soit un mode de communication écrit comme Slack et Microsoft Teams. Et donc du coup, voilà, il y a eu évidemment une croissance d'usage. Donc comme je le disais, c'est pas forcément super étonnant, mais bon quand même,
dans un appel avec les investisseurs, Satya Nadella quand même a révélé que ça avait doublé hein, en termes une augmentation quand même euh, une augmentation de plus de 50% par rapport à la dernière fois qu'ils avaient partagé le nombre d'utilisateurs actifs par jour, et c'était il y a 6 mois. Et donc aujourd'hui, ils en sont à 115 millions d'utilisateurs actifs. Donc c'est quand même assez important. Alors juste une chose où il faut prendre un petit peu des pincettes, c'est qu'on ne pourra pas comparer forcément les chiffres de Zoom ou de Google Hangout par rapport à ce nombre d'utilisateurs actifs par jour. Pourquoi? Parce que tout simplement, Zoom et Google Hangout vont compter les utilisateurs pour chaque appel. Et pas forcément des utilisateurs logués, parce que vous n'avez pas besoin forcément d'être logué pour utiliser les services. Et donc du coup, quand Microsoft Teams ou Slack vont compter des utilisateurs actifs par jour unique, bah, c'est pas forcément le cas du côté de Zoom et de Google Hangout, qui vont potentiellement compter plusieurs fois la même personne, qui fait potentiellement plusieurs Hangouts ou plusieurs Zooms dans la même journée. Voilà, et donc du coup pour info, c'est ce qui nous amène notamment à des chiffres du genre 100 millions d'utilisateurs actifs par jour pour Google Hangout et 300 millions de participants, enfin d'utilisateurs actifs par jour pour Zoom. Voilà, donc c'est là où c'est pas tout à fait comparable. Donc à garder en tête. En tout cas, Microsoft a travaillé hein, de manière assez continue sur Microsoft Teams dernièrement. Ils avaient mis en place, je ne sais pas si vous avez suivi, moi j'avoue que j'avais complètement raté l'information. Il faut dire que moi j'utilise Slack à mon travail ou Discord avec Nowtech, mais j'utilise pas Microsoft Teams, je ne l'ai pas encore testé. Et donc j'étais complètement passée à côté du mode Together Mode qui vous permet de s'asseoir virtuellement l'un à côté de l'autre, à côté de vos collègues par exemple. Et donc c'est assez intéressant, je vais vous montrer un exemple d'utilisation, c'est la NBA qui l'a utilisé notamment pour ses matchs de basketball. Et donc je vais vous montrer une petite photo pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble. Et donc voilà, donc là ce que vous pouvez voir, c'est donc un terrain de basketball physique, hein, où vous aurez l'équipe qui va évoluer. Là, il n'y a aucun joueur, mais il peut y avoir des joueurs. Et dans les gradins, en fait, si vous regardez attentivement, je ne sais pas si c'est hyper visible sur la vidéo, mais vous avez en fait des personnes qui peuvent interagir en direct. En fait, vous avez la vidéo des personnes un peu détourées sur leur siège pour simuler la présence du public et des fans de la NBA et que les joueurs puissent voir en live la réaction aussi du public, retrouver en fait ce lien entre le public et les joueurs sur le terrain. C'est vrai que dans les contraintes de confinement et de distanciation sociale, bah, ça donne une manière quand même de garder le contact avec les équipes et leurs fans. Donc je trouvais ça assez rigolo. Donc ça c'est un exemple justement de l'utilisation de Together Now où en fait ils mettent en place des banderoles où ils peuvent projeter justement les utilisateurs. Voilà. Il y a la même fonction avec Zoom, Yuxgo nous dit. Très bien. Chez moi au boulot, c'est des amphithéâtres au lieu du stade. Bah oui, chacun son cadre. Hein. C'est mignon ces gadgets, mais il faudrait d'abord bosser sur une X potable. Oula, Vincent n'a pas l'air du tout satisfait de Microsoft Teams. Au moment où l'on pensait que les webcams ne servaient à rien, le coronavirus est un complot des fabricants de webcams. C'est pas faux. C'est pas faux du tout, ouais. Donc voilà, en tout cas, belle croissance pour Microsoft Teams. C'est une vraie menace pour Slack. Hein. Faut pas minimiser ça. Il y a une stratégie de go-to-market, là, de distribution de Microsoft Teams comparée à Slack qui est quand même beaucoup plus forte avec Microsoft Teams. Hein. Le fait de faire partie du pack Office, c'est quand même un sacré avantage pour la société. On continue avec une petite application qui va faire son arrivée à l'échelle
européenne et qui va vous permettre de mieux comprendre, en tout cas, et de mieux être renseigné sur la présence de substances chimiques extrêmement préoccupantes pour la santé dans certains produits. Et donc, c'est quoi cette application ? C'est une application qui s'appelle Scan for Chem. Donc, c'est Scan for Chemicals. Voilà, donc ça, c'est le petit nom de l'application, c'est Scan for Chem. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment c'est écrit. Ça s'écrit comme ça, là, Scan 4 et Chem, on va dire ça en français. Voilà. Et donc, c'est une application qui va être prochainement disponible partout en Europe. Et donc, il va vous permettre, c'est vraiment le même principe un petit peu que Yuka, mais ça sera peut-être pas limité à la nourriture, mais ça sera peut-être compatible aussi avec tout ce qui est cosmétique, produits de santé, de douche, etc., d'hygiène. Et il y a déjà plusieurs applications. Moi, je sais que sur mon téléphone, par exemple, j'ai Yuka, ça c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai quelques cosmétiques aussi en application, mais en fait mes produits cosmétiques ne sont pas dessus et j'ai la flemme de renseigner les informations. Mais voilà, j'avais ces deux choses et je sais que quand je change de produit ou quand je me demande si ce produit est bien, j'ai tendance quand même à scanner pour savoir si c'est un produit qui est recommandé ou pas, ou trop sucré, trop gras, etc. Ça vous donne pas toutes les informations, notamment Yuka reste à un niveau d'information communiquée assez sommaire. Il ne va pas vous dire notamment le taux de transformation d'un produit, qui est aussi un vrai problème dans notre mode de consommation au quotidien, mais ça vous donne quand même une première idée. En tout cas, là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette application Scan for Chem, ou for Chem, en fait, vous allez pouvoir, à l'échelle européenne, scanner les différents produits. Cette application, elle existe déjà dans certains pays européens, notamment au Luxembourg. Elle est déjà disponible et également en Allemagne. Et donc, malheureusement, pour l'instant, elle n'est pas encore sur les App Store français, mais ça devrait arriver. Elle est sortie notamment en novembre 2019. Et donc elle fait partie du projet Life Ask Reach qui rassemble en fait 13 États membres dont la France et la Commission européenne. L'objectif est donc d'atteindre un volume de 3 millions de téléchargements de l'application en Europe et plus de 30 millions de requêtes d'informations. Alors ce qui est vraiment intéressant sur cette application Scan for Chem, c'est qu'elle sera dotée d'une option qui permet au public de demander des informations sur un produit et les industriels auront l'obligation d'y répondre en fait. Donc ça c'est vraiment vraiment intéressant. Ils pourront directement interroger le fabricant si ce dernier n'a pas proactivement renseigné les informations sur un produit dans la base de données de l'application. Et donc le remplissage de l'information deviendra en effet obligatoire. En tout cas, ça fait partie du plan. Il n'y a pas encore de délai, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quel sera le temps d'attente entre la demande d'un utilisateur pour connaître les composants d'un produit et le temps de réponse de l'industriel pour répondre à la demande. Voilà. Yuka est une arnaque qui utilise une méthodologie non scientifique, autant utiliser directement Open Foods Facts. JN Squire, en effet, je ne peux pas m'exprimer sur est-ce que c'est une arnaque ou pas du tout. Je pense qu'en effet, Yuka a été pas mal critiqué par les professionnels pour ses informations très limitées. Je suis pas sûre, j'avais pas entendu jusqu'ici que c'était carrément une arnaque, mais honnêtement, j'y connais rien. Open Food Facts, c'est une horreur à utiliser. J'ai essayé de l'utiliser, c'est juste inutilisable, en tout cas de mon point de vue. Et c'est pas du tout facile à appréhender comme application, pas du tout adapté aux utilisateurs qui sont pas nutritionnistes. Donc, comme je suis pas nutritionniste, je l'utilise pas. Mais en effet, Open Food Facts donne beaucoup plus d'informations et beaucoup plus précises sur la composition des produits. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais on n'est pas là, en effet, pour détailler ou dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Voilà. En tout cas, l'application Scan for Chem vous donnera la composition, en tout cas, des produits et déjà la démarche est hyper intéressante.
Surtout le fait de pouvoir demander directement aux industriels de remplir, de renseigner les informations et que les industriels aient l'obligation de remplir les informations. Autre point intéressant, c'est que la base de données, en tout cas de l'application qui alimentera l'application Scan4Chem, sera rendue interopérable. Donc ça veut dire que d'autres applications pourront taper dedans pour justement afficher ces informations et en fait propager un petit peu ce type de choses. Donc vous n'aurez pas forcément besoin de modifier vos habitudes si vous avez par exemple, si on prend Yuka ou Open Food Facts, hein, encore une fois, chacun utilise l'application qu'il souhaite. Il n'y a aucune chose qui va empêcher, par exemple, ces applications d'aller faire des requêtes dans la base de données de Scan4Chem pour pouvoir actualiser ces informations ou avoir le même degré de détail que ce qui est présent dans la base de données de Scan4Chem. Donc là, c'est vraiment bien. Ça va potentiellement booster l'information et l'éducation des utilisateurs sur ce type de composition de produits. Donc je trouve en tout cas que l'initiative est super intéressante et surtout le fait que ce soit une initiative à l'échelle européenne, je trouve que c'est bien. Voilà, donc à suivre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi je ferai très attention à suivre quand l'application sera disponible en France. Voilà. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites du coup, ceux qui utilisent Open Food Facts ou d'autres applications, est-ce que ça fait partie de vos quotidiens de consommation ? C'est parti en débat sur Yuka. Écoutez, la prochaine fois, je n'en parlerai pas. Tout le monde parle de Yuka comme s'ils avaient inventé quelque chose. Ils ont juste fait une belle UX. L'innovation, c'est Open Food Facts. Alors, on va pas repartir sur le débat de qui innove pas. C'est pas forcément vraiment l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'est-ce qui est adopté, qu'est-ce qui n'est pas adopté. Et en fait, pour ce genre d'information et d'éducation, un des critères, en tout cas, de succès, c'est voir si c'est adopté ou pas. Pour tout produit. Voilà, on en a beaucoup parlé aussi avec Apple, Google, etc. Où la différence, c'est qu'il y en a un qui innove. Et encore une fois, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles fixes, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué notamment la recherche sans fil, etc. par rapport au MagSafe. La recherche sans fil, c'était pas adopté au niveau du grand public parce que c'était pas bien pensé en termes d'utilisation et pas fiable. Et du coup, une autre différence, c'est qu'avec le MagSafe, ça propose une alternative mieux réfléchie, qui correspond mieux aux besoins des utilisateurs, qui est plus fiable et qui va booster l'adoption. Je pense qu'il y a aussi ce critère qui est très très important et qu'il ne faut pas négliger dans la prévention et l'éducation de ce type de produits, de composants, pour être mieux informés et mieux éduqués sur la manière dont on consomme aujourd'hui. Et donc une application qui est juste incompréhensible, où l'information qui est proposée n'est pas accessible quand on n'est pas nutritionniste, ne va pas aider justement à la démocratisation de l'information. Alors après, j'avoue que j'ai pas persévéré sur Open Food Facts et mon but c'est pas de critiquer juste cette application. Yuka n'est pas parfaite, Open Food Facts n'est pas parfait. Je dis juste que moi, de mon point de vue, Yuka, c'est accessible en termes de compréhension. Open Food Facts, j'ai rien compris. Voilà. Et surtout, j'ai pas de temps à passer et je ne souhaite pas investir autant de temps que ça pour essayer de comprendre ce que je consomme. J'en suis pas là, personnellement, aujourd'hui. Mais en effet, et ça, comme je le disais, Open Food Facts, c'est beaucoup plus détaillé. Et j'ai pas regardé, en effet, Yuka, je sais qu'il ne rémunère pas non plus les industriels, etc., pour booster leurs chiffres. Il y a peut-être un biais sur le bio, c'est ce que j'ai vu dans les commentaires, c'est tout à fait possible. J'avoue, je ne me suis pas renseignée autant en détail que ça. Voilà. Tout ce que je dis, c'est en tout cas l'expérience de Yuka encourage à l'adoption et à faire attention à sa consommation plus facilement. Voilà. Et j'espère que Scan4Chem, l'expérience, ira dans ce sens aussi de rendre l'information plus accessible et plus digeste. Voilà. C'est l'inverse, Yuka est payé par les industriels. Écoute, c'est pas ce que j'ai vu. Jusqu'ici, JPG KM, c'est pas ce que j'ai vu. C'est possible que j'ai pas les dernières informations. Voilà. Je vous propose d'arrêter le débat parce que c'était vraiment pas la news. En tout cas, je pense qu'on peut se mettre d'accord que Scan4Chem, c'est en tout cas un projet hyper intéressant. On continue
avec un autre sujet super intéressant, mais diamétralement différent. Enfin, remarque, j'en ai un petit peu parlé juste avant. C'est une rumeur. Alors, à prendre avec des pincettes, hein, parce que c'est une rumeur, c'est pas du tout confirmé, etc. Mais ça serait notamment sur le sujet de la recharge sans fil du côté de l'iPhone 12. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, si on revient et on remonte un petit peu dans le temps, en 2019, iFixit avait donc traditionnellement décomposé, désassemblé l'iPhone 11 Pro et ils avaient remarqué qu'il y avait des composants qui permettaient de faire fonctionner une recharge sans fil dans les deux sens, c'est-à-dire recevoir un chargement sans fil donc pour charger l'iPhone 11 Pro et à la fois des composants qui permettraient potentiellement à l'iPhone 11 Pro de devenir une station de chargement pour autre chose, pour des accessoires, etc. qu'on pourrait recharger. Voilà. Et donc du coup, ça c'était intéressant. Ce qu'ils avaient noté également, c'est que le système bilatéral de chargement n'était pas fini et donc il ne pouvait pas du tout fonctionner. Donc en gros, il y a eu une exploration, mais il n'y avait pas de possibilité que la recharge dans les deux sens fonctionne. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un papier qui a été donné à la FCC, hein, l'organisme officiel qui va documenter un petit peu tout ce genre d'innovation. Et le document stipule, en tout cas pour l'iPhone 12, qu'il y aurait potentiellement un chargement bilatéral pour la recharge sans fil. Donc ça, c'est super, super intéressant. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il ne l'aurait pas annoncé justement lors de la... Alors attendez, je lis un petit peu vos commentaires. Lors de la keynote en octobre. Hop, je lis un petit peu. Ok, donc voilà, donc en gros la rumeur, ça serait d'avoir un chargement bilatéral sur l'iPhone 12 et c'est compatible. Alors pourquoi, la question c'est pourquoi ils n'en ont pas parlé à la keynote? Bah, tout simplement, peut-être, ça serait possible, en tout cas c'est Mark Gurman, un des journalistes de Bloomberg, qui aurait dit que potentiellement ils attendent d'annoncer justement la prochaine génération d'AirPods, AirPods 3 et AirPods Pro 2, qui seraient compatibles avec cette technologie est compatible avec la recharge sans fil de l'iPhone 12 pour pouvoir annoncer cette compatibilité. Parce qu'en effet, si on annonce, en gros, vous imaginez, hein, à la keynote d'octobre, vous avez des iPhones qui sont compatibles de chargement wireless sans fil dans les deux sens, mais que vous annoncez pas d'accessoires qui sont compatibles avec cette recharge, ça ne sert à rien. Et donc du coup, c'est tout à fait possible qu'ils n'en aient pas parlé parce qu'ils attendaient la prochaine keynote pour annoncer ça. Voilà. Donc voilà la rumeur, c'est encore une fois pas du tout confirmé, à prendre avec des pincettes. Je sais pas si vous, c'est quelque chose que vous attendez, que vous aimeriez pouvoir recharger par exemple vos écouteurs, vos AirPods en sans fil directement sur votre iPhone. Là, je vois qu'il y en a qui ne sont pas du tout intéressés par le MagSafe. Moi, je suis très, très intéressée. Je vous avoue que je trouve que c'était le point le plus intéressant de la keynote d'octobre. J'irais même jusqu'à dire, voilà, c'était le point le plus intéressant de la keynote d'octobre, je trouve, le MagSafe. Donc de pouvoir recharger mes AirPods Pro avec l'iPhone, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé. Donc le reverse charging, pas encore activé donc. Pas encore activé, potentiellement pas encore activé, ou juste pas encore d'accessoires compatibles annoncés. Le tutoriel. Il y en a qui attendent toujours leur iPhone 12 Pro, ça va arriver Thomas. Patience. Je lis un petit peu vos commentaires pour voir ce que vous en pensez. Perso, je continue avec le Qi sur mon iPhone 12 Pro, le MagSafe, zéro intérêt de mon côté. Bah, c'est vrai que si vous avez déjà des accessoires et que pour vous ça vous convient, il n'y a pas de raison d'en changer. Hein. Je pense que le MagSafe cible plus les personnes qui n'étaient pas convaincues par la recharge sans fil jusqu'ici.
Je lis un petit peu vos commentaires. Je trouve qu'avoir à se servir de ses deux mains pour du sans-fil, c'est quand même risible à l'encontre même du concept. J'ai pas suivi, je suis pas ton commentaire, j'ai peut-être raté quelque chose. Pour l'instant, j'ai pas le réflexe de la charge sans fil, mais on verra bien avec MagSafe. Ok, alors, la AirPod, jamais eu besoin, les AirPods ont une autonomie parfaite. C'est vrai qu'ils ont une bonne autonomie, moi j'ai eu quand même des problèmes. Les jours où je me déplace beaucoup, j'ai noté, ouais, les jours où je me déplace beaucoup, je fais beaucoup de trajets, etc., et des tâches un peu pénibles, je les gardais toute la journée, et en fait là, la charge c'était pénible, quoi, parce que du coup... Mais je pense que la recharge sur l'iPhone ne résoudra pas mon problème, parce qu'en fait on est obligé de les enlever pour pouvoir les recharger, soit dans le boîtier, soit sur l'iPhone. Et là en fait, clairement, la recharge depuis l'iPhone, c'est si votre petit boîtier est HS, quoi. Ou si vous n'avez pas envie de vous trimballer le boîtier. Mais à voir. Je trouve quand même que c'est intéressant, c'est pas forcément super clé comme atout, mais à voir. Voilà, bon bah écoutez, on verra si ça se confirme ou pas dans le futur. On continue avec un autre sujet. Si je réouvre Liner, décidément, Liner n'aime pas mon iPad. Ça fait 2 fois que j'ai des crashs d'application. On continue. Et je vous propose de continuer cette fois-ci avec la tartine pour parler streaming ensemble. On continue avec quelques petites news streaming. J'ai 2 petites news streaming à vous partager, mais juste avant... Je voulais quand même vous rappeler que notre partenaire Shadow PC vous offre quand même la possibilité de gagner 1 mois gratuit d'utilisation du Shadow PC. Donc c'est un concours qui a lieu toutes les semaines et si vous souhaitez partager, n'hésitez pas à regarder tout simplement soit les commentaires, parce que Samuel est toujours d'attaque et prêt pour partager. Merci beaucoup Samuel de partager l'information. Ou tout simplement vous pouvez retrouver toutes les modalités de participation au jeu concours dans la description de l'émission. Voilà, le tirage au sort a lieu tous les vendredis. Voilà, prenez Shadow pour passer un reconfinement à jouer, Guillaume. On n'a pas encore les annonces, on va pas déprimer avant l'annonce de ce soir. Mais bon, on verra. En tout cas, moi c'est bon, j'ai Shadow PC, j'ai un nouveau jeu vidéo, c'est bon, je pense que Jérôme et moi on va passer l'hiver au chaud à jouer aux jeux vidéo. Bref. Donc voilà pour notre partenaire. Alors de quoi je voulais vous parler en actu streaming ce matin? Tout simplement vous mettre à jour sur des petites nouveautés du côté d'Instagram. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Instagram? On parlait vidéo. Justement, là Instagram essaye de mettre le paquet sur la vidéo. Donc jusqu'ici, les streamers sur Instagram étaient limités à des streams de 60 minutes en termes de durée. Et maintenant, ça sera étendu jusqu'à 4 heures. Voilà, donc vous aurez vraiment une fenêtre de live beaucoup plus étendue, du coup 4 fois plus importante qu'à l'origine, voilà pour les streamers. Vous pourrez également retrouver vos streams dans vos archives personnelles qui seront stockées jusqu'à 30 jours après le live, donc ça c'est aussi intéressant pour récupérer potentiellement la vidéo, faire des montages, etc. Bref, vraiment réutiliser le contenu vidéo que vous avez généré, et vous pouvez en effet choisir de télécharger le contenu ou de le poster ailleurs pour le rendre accessible. Voilà. Et puis vous aurez également du coup du nouveau du côté de IGTV. Donc vous savez, c'est l'application standalone, séparé d'Instagram, IGTV qui est vraiment dédié exclusivement à du contenu vidéo. Et donc cette fois-ci, vous allez tout simplement avoir une section live now qui va arriver dans l'application, où vous pourrez du coup non seulement consommer du contenu vidéo, puisque c'est le principe de l'application, mais mettre en lumière et voir tout de suite
qui est live sur IGTV. Je pense que c'est tout à fait logique hein, comme évolution. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose, une évolution normale du produit. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Donc évidemment, hein, pouvoir permettre des lives plus longs, ça veut dire aussi potentiellement avoir des personnes qui restent plus longtemps sur la plateforme. Et ça va notamment être particulièrement adapté pour les cours de sport, de fitness, pour donner des cours un peu plus longs, hein, parce que bon, mine de rien, 60 minutes de live, le temps qu'on s'installe, qu'on déroule nos matelas, etc., en fonction de l'équipement dont vous avez besoin, finalement, ça empiète l'heure de cours en elle-même. Donc là, avoir une fenêtre un peu plus large, c'est assez intéressant. Et ça donnera aussi, notamment à des activistes qui utilisent cette plateforme pour communiquer, avoir plus de temps pour avoir des conversations avec leur communauté. Et c'est vrai que c'est un usage qui se développe de plus en plus, hein, parce que c'est ce que je disais notamment avec Microsoft Teams, Zoom ou Google Hangout ou Slack précédemment. En vue du confinement, des restrictions actuelles et de la distanciation actuelle qui est appliquée dans de nombreux pays à travers le monde, ce genre d'outil qui permet de créer une connexion, un échange et une communication dans un environnement sain et sécurisé d'un point de vue santé, ça se développe évidemment. Donc c'est assez logique que les différents acteurs sur ce segment se mobilisent pour développer ce genre de fonctionnalités. Je sais pas de quoi ça parle, là, je vois Windows 10 Microsoft Store. Ok, très bien. L'app standalone a été fermée. Ah attends, tu me mets le doute. IGTV a été fermé? Alors pourquoi il me parle de IGTV dans la news? Écoute, moi je la trouve toujours, hein. Vincent, je la trouve toujours dans l'App Store, IGTV. Regarde. Je sais pas si vous voyez ce que je monte là. Hop, voilà. Elle est toujours dans l'App Store. D'ailleurs, je l'ai. J'avais oublié que je l'avais. Mais voilà. Donc, elle est pour l'instant, en tout cas, toujours disponible dans l'App Store. Voilà pour Instagram. Et puis la dernière news live que je voulais vous partager ce matin, c'était du côté d'Amazon. Amazon Live, mais pourquoi? Oui, et c'est du live, mais pas du Twitch. Alors c'est pas du live, en fait. Je me suis trompée, c'est plutôt du contenu à streamer sur Amazon, et plus précisément sur la plateforme Audible. Audible, c'est quoi? J'en avais parlé la semaine dernière, il me semble. C'est la plateforme d'audiobook, par abonnement d'ailleurs, d'audiobook d'Amazon. Voilà, donc vous pouvez consommer des livres en audio, tout simplement depuis la plateforme. Moi, je l'ai fait pour un livre jusqu'ici, et ça m'a permis de lire un livre que j'arrivais pas à lire à l'écrit. Parce que du coup, je l'ai écouté un petit peu en faisant autre chose, et ça marchait pas mal. Donc voilà, Audible, c'est donc la fameuse application d'audiobook d'Amazon. Et qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Tout simplement, ils ont annoncé qu'ils ajoutaient 100 000 podcasts gratuits qui vont être disponibles, du coup, qui sont déjà disponibles sur d'autres plateformes, mais qui vont être disponibles également sur Audible. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que Audible était vraiment à l'origine orienté audiobook, et donc s'adressait jusqu'à aujourd'hui plutôt à une niche. J'ai pas suivi le nombre d'utilisateurs actifs par jour, ou le taux d'adoption, ou le taux d'abonnement, mais ça avait l'air quand même d'être un peu plus niche. Mais là, le fait d'ouvrir justement l'application Audible à des podcasts, ça enrichit l'offre de contenu. En plus, ils vont être gratuits, donc c'est une potentielle porte d'entrée pour ensuite des abonnements sur la plateforme si on est venu pour le contenu. Ça semble une suite logique, en fait, de commencer par des podcasts gratuits et ensuite potentiellement s'abonner. Il y aura peut-être dans le futur des exclusivités podcasts
qui seront derrière l'abonnement. Mais voilà, donc on va retrouver notamment Pod Save America, This American Life, Conan O'Brien Needs a Friend, je ne sais pas si... a friend, je dirais. Je pense qu'il y a une lettre qui a été mangée là dans l'article. Et donc les choses sont directement disponibles dans l'application. J'ai même pas vérifié si je pouvais les trouver moi dans mon application Audible. Mais je trouve ça très pertinent, en tout cas comme ajout. Pour l'instant, je vois rien. Catégorie peut-être? Collection? Non. Vous voyez, on parlait du X. J'avoue que Audible, j'ai tendance à me perdre un petit peu dans l'expérience proposée de l'application. Bon, écoutez, j'ai l'impression que moi, en tout cas, je vois pas les podcasts encore. Donc c'est peut-être parce que j'ai pas encore la dernière version de l'application, mais ça devrait arriver. En tout cas, je pense que l'ajout est vraiment bienvenu et complètement logique. Donc voilà, ça vous fait une application de podcast de plus. Donc ça va du coup positionner Audible en concurrent potentiel de Spotify et d'Apple Podcast. Et c'est quand même deux grands noms, hein. Audible, bah oui, c'est la prononciation, la prononciation en anglais. Pourquoi tu le dis comment? Audible? Oui, on peut le prononcer à la française, hein, Audible. Moi, je l'ai toujours prononcé. On va avoir le débat Adobe ou Adobe. Écoutez, on accueille et on autorise toutes les prononciations, que ce soit français, anglais ou autre, dans la chatroom. Voilà. Toute prononciation est bienvenue si on arrive à se comprendre. Faut prononcer à l'anglaise comme FBI. Oui, c'est vrai que FBI, c'est un bon exemple. On dit pas FBI. Ça serait rigolo. Donc voilà, tout le monde est autorisé à le prononcer comme vous le souhaitez. Je pense qu'on comprendra si vous parlez d'Audible ou de Audible dans tous les cas. Donc voilà, du côté d'Audible, la petite news. C'est intéressant parce que j'avais l'impression, moi en tout cas personnellement, j'avais l'impression qu'Audible n'était pas super sur le devant de la scène côté Amazon. On n'en parlait pas beaucoup et ça évoluait peut-être pas énormément. En tout cas, moi j'ai pas été convaincue par l'application jusqu'ici, comme beaucoup d'applications d'Amazon, mais j'aime bien l'idée du service. Et je pense que moi, ça me plairait bien. Voilà, donc potentiellement, pourquoi pas pour les podcasts. Moi, je sais que finalement, les podcasts, au début, j'avais commencé à les écouter, à les transférer sur Spotify, et finalement, je suis revenue sur mon application de podcast dédiée. J'utilise personnellement Overcast. Pourquoi j'utilise? Parce que je sais pas, j'ai toujours l'habitude de l'utiliser, je crois. Et du coup, je suis revenue sur Overcast. C'était plus simple pour moi de séparer musique et podcast, d'avoir des applications séparées, parce que c'était un petit peu le bordel, je crois, dans l'application Spotify pour moi. En fait, j'ai tellement de playlists, etc., que j'avais du mal à m'y retrouver. Et donc, du coup, c'était plus clair pour moi d'avoir une application distincte. Mais je suis pas forcément fermée, quoi. Pour l'instant, je suis revenue sur Overcast, mais pourquoi pas changer d'application dans le futur. En tout cas, ça serait intéressant pour ceux qui consomment des livres ou ceux qui consomment des podcasts. La passerelle entre audiobook et podcast est hyper intéressante, je trouve. À voir. Je vous propose de terminer l'émission tranquillement avec la cerise sur le croissant. Alors, il faut juste que je trouve mes petites notes pour ma cerise dans le croissant, mais voilà. Alors, de quoi je voulais vous parler ce matin en cerise sur le croissant? Je l'ai mis dans cerise sur le croissant parce que c'était un vrai petit coup de cœur de la semaine dernière. Et bien, tout simplement, c'est l'application The Queen's Gambit. Alors, attendez, je vais prendre mes notes sur l'ordinateur. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Ça sera plus simple. Sur l'iPad. Hop, tartine. Voilà. Et donc, je vais pouvoir vous montrer de quoi je vous parle
sur l'iPad. Voilà. Donc le coup de cœur, le dernier coup de cœur série que j'ai eu, c'est la série The Queen's Gambit, donc le jeu de la dame en français, qui est sorti le 23 octobre dernier, donc c'est vraiment tout récent, sur Netflix. Elle est réalisée, en tout cas elle a été créée par Scott Frank et Alan Scott, et en fait c'est une mini-série de 7 épisodes seulement. Hein. Donc là, si vous commencez la série, vous vous engagez pas à beaucoup d'épisodes, c'est assez facile et simple à regarder. En fait, la série est adaptée à l'origine d'un roman de Walter Tevis qui a été publié en 83. Et donc, pour vous faire court un petit peu sur l'histoire, une série pour les joueurs d'échecs. C'est une série sur les joueurs d'échecs, mais pas que pour les joueurs d'échecs. Parce que par exemple, moi, j'y connais rien et j'ai adoré la série. Donc pour la petite histoire, vous suivez Beth Harmon, qui est une américaine orpheline de 8 ans, hein, plutôt calme et assez ordinaire à première vue, jusqu'à ce qu'elle joue sa première partie d'échecs au sous-sol de l'orphelinat avec le gardien Mr. Shebel. On voit là, à ce moment-là, quand elle joue sa première partie, que ses sens deviennent plus aiguisés, ses pensées plus claires, et pour la première fois de sa vie, elle se sent pleinement en contrôle. Donc on a affaire vraiment à une petite prodige des échecs. Et justement, à l'âge de 16 ans, elle concourt pour le championnat américain Open, mais au fur et à mesure qu'elle affine ses compétences sur le circuit professionnel, hein, les enjeux augmentent, la pression augmente, et son isolement devient de plus en plus effrayant, et le besoin de s'échapper à travers l'alcool et la drogue devient d'autant plus tentante. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire et le pitch de la série. D'ailleurs, on peut voir... On peut voir là sur l'affiche qu'on voit bien le jeu des échecs, hein, avec certaines pièces qui sont remplacées par des bouteilles d'alcool et une bouteille de pilules sur l'échiquier. Donc c'est assez, sujet assez intéressant déjà. L'histoire se passe plutôt dans les années 50-60, vraiment en pleine guerre froide. D'ailleurs, on en parlera, on aura, hein, justement cette ambiance de guerre froide qui va se sentir au fur et à mesure des épisodes, plutôt vers la fin d'ailleurs de la série. Et pour être un peu plus détaillé, le roman fait partie du genre Bildungsroman. Alors je ne parle pas allemand, donc j'ai dû massacrer le terme, et je m'en excuse pour ceux qui ont des connaissances d'allemand. C'est un genre littéraire tout simplement qui se concentre sur l'évolution psychologique du protagonisme, hein, lors de son passage à l'âge adulte. Et là, c'est vraiment ce sur quoi se concentre le roman, l'histoire et la série. Et donc le terme, comme vous l'avez deviné, vient des mots allemands Bildung, éducation, et roman. Voilà. Donc voilà en tout cas pour la petite histoire. Vraiment, on va se concentrer sur l'aspect psychologique, moral, évolution morale et émotionnelle du personnage principal qui est Beth Harmon. Entouré des personnages secondaires aussi. Je vois que là, on se met à parler en allemand. Là, vous pouvez parler allemand, je vais rien comprendre. J'ai pas fait allemand, j'ai fait espagnol. Donc, je serais pas capable de vous répondre. Ah, cela se dit Bildungsroman. Ok, j'espère que j'ai un peu moins écorché le terme, mais merci Charles de m'initier à la prononciation allemande. Donc voilà pour le petit pitch. On va retrouver notamment dans la série des thèmes liés au féminisme, aux échecs, à l'addiction, hein, comme on en parlait durant le pitch. On va parler aussi du génie, hein, de la tactique. C'est assez fascinant parce que durant la série, ils vont faire référence à des grands maîtres des échecs et les différentes techniques qu'ils vont utiliser. Alors encore une fois, hein, le but de la série, c'est pas forcément de vous initier aux échecs et de vous expliquer comment ça fonctionne. Il n'y a aucune règle, enfin presque aucune règle. Au tout début, dans le premier ou le deuxième épisode, je crois qu'il y a un petit moment d'initiation où justement elle apprend à jouer aux échecs avec Mr. Shebel, où justement il
il lui apprend quelques petites choses, mais on rentre pas dans les détails des règles des échecs, et c'est pas forcément le cœur de la série, mais ça reste très très fascinant de suivre ces personnes qui vont avoir recours à différentes tactiques, des génies qui vont avoir trait aussi à la concentration, à l'entraînement. Enfin, c'est assez intéressant. Et donc, justement aussi, petite anecdote rigolote, intéressante. Le roman qui a le même nom, The Queen's Gambit, le roman a un épigraphe, et en fait c'est le poème de Yeats, The Long-Legged Fly, qui est en épigraphe du poème. Et ce poème, il met en lumière en fait justement l'une des principales préoccupations du roman, c'est le fonctionnement interne du génie chez une personne, et le rôle que joue la méditation ou le silence dans la concentration et dans le travail des grands esprits. Et c'est vrai que dans cette série, le silence, la réflexion et la concentration, il y a beaucoup de moments où on voit ce genre de choses. Et c'est pas du tout pesant, c'est pas du tout... on s'ennuie pas du tout, même s'il y a ce genre de choses et qu'il y a potentiellement des fois peu de dialogue, notamment dans le dernier épisode est assez frappant là-dessus. Je crois qu'il y a très très peu de dialogue, parce qu'en fait ça se passe en grande partie lors des parties d'échecs, et dans les parties d'échecs il n'y a pas de dialogue, et donc du coup ça n'enlève rien, et même je trouve que ça transcende un petit peu la tension qu'on peut retrouver dans cette série lors de ces grandes compétitions. Et j'ai trouvé ça assez fascinant, justement, comment le silence pouvait occuper l'espace dans cette série. Autre information quand même, on va parler des acteurs. Donc en acteur, on retrouve Anya Taylor-Joy, que vous voyez là. Hop, j'avais préparé mes petites photos, mais Chrome les met à jour. Donc voilà, cette actrice-là, que vous connaissez déjà peut-être pour Peaky Blinders, puisqu'elle avait joué dans 6 épisodes. Et elle a également fait la voix... 1, 2, 3, elle a également fait la voix de Brea dans Dark Crystal. Vous ne voyez pas la photo, là vous la voyez. Donc ça vous dira peut-être quelque chose. On retrouve également un acteur dans le rôle justement de Mr. Shable, le gardien de l'orphelinat qui va l'initier aux échecs, Bill Camp, qu'on a déjà vu dans les films Lincoln ou 12 Years a Slave. On va retrouver également un autre acteur que vous allez peut-être reconnaître ou pas, c'est Harry Edward Melling. Voilà, donc moi je vous avoue que sa tête me disait quelque chose, mais j'ai pas du tout réussi à reconnaître où est-ce que je l'avais vu. Et donc je vais vous laisser mijoter, je vous dirai en fin d'émission où vous l'avez déjà vu. Vous l'avez vu enfant, je vous aide. Vous le connaissez enfant. Et il avait quelques kilos en plus. Voilà. Et on retrouve également Thomas Brody Sangster, la petite gueule d'ange de Love Actually, le petit garçon de Love Actually, qu'on a retrouvé également dans Game of Thrones comme le personnage de Jojen Reed, et qu'on a retrouvé également dans un film que j'adore, qui s'appelle Nowhere Boy, sur John Lennon, où il jouait le rôle de Paul McCartney dans le film. Vous avez tous deviné, c'est dans Harry Potter, en effet. Harry Edward Melling, donc je vous le remets, Harry Edward Melling jouait Dudley, le cousin d'Harry, qui avait quelques kilos de plus. Je sais pas s'il y a des photos de lui, voilà, hop, voilà. Qui avait quelques kilos de plus quand il jouait Dudley dans Harry Potter. Voilà pour la petite anecdote rigolote. Mais je sais pas si vous avez cherché, mais voilà. En tout cas, moi j'ai été choquée quand j'ai réalisé. Pourquoi j'arrive plus à revenir? Attendez, hop, voilà. Je suis revenue, vous me revoyez. Donc voilà, pour ceux qui qui sont étonnés, voilà. Et il a un très chouette rôle d'ailleurs. Longbottom, pourquoi je devrais checker Longbottom?
Bref, voilà, donc pourquoi j'ai aimé la série? On va quand même venir à pourquoi j'ai aimé la série. Alors déjà, il y a le sujet hein, que j'ai trouvé assez passionnant, le sujet du génie, de la concentration, de l'isolement, ce genre de choses, j'ai trouvé ça assez passionnant, la lutte avec l'addiction aussi, et cette lutte aussi de ce personnage qui essaie de trouver sa place et de comment nouer des liens avec d'autres personnes, sachant qu'elle a grandi en orphelinat. J'ai trouvé ça assez intéressant. Mais il y a vraiment d'autres choses très intéressantes dans cette série. C'est notamment donc le jeu des acteurs. Hein. Le jeu des acteurs est assez impressionnant. Alors l'actrice principale, voilà, a un regard bien mis en valeur. J'ai pas été éblouie par sa prestation. Je trouve que des fois, c'est un peu caricatural. Voilà, on en fait un peu trop, mais ça marche. Franchement, ça marche. Par contre, tous les personnages secondaires sont vraiment très efficaces. Et je trouve qu'au fur et à mesure de la série, ça gagne en subtilité, en profondeur. On est un peu moins dans la caricature, et en tout cas, on est plus familier avec les personnages, et je trouve que ça fonctionne mieux. Et les personnages secondaires sont vraiment, vraiment top. Justement, l'acteur qui joue Dudley, là, Harry Edward Melling, est vraiment antipathique au possible au premier contact et très attachant par la suite. Thomas Brody Sangster aussi est détestable au début, enfin son personnage. Et ensuite, voilà, on a vraiment un bel attachement qui se fait avec les personnages secondaires, et je trouve que ça amène vraiment de la profondeur à la série. On va avoir la reconstitution historique qui est remarquable. Vous allez voir, vous allez passer des années 50 aux années 60, vous allez évoluer à travers les modes, les décors, les coupes de coiffure, etc. Et la musique également, hein, la musique qui est vraiment très importante sur la série, à la fois sur la bande originale, les compositions originales de Carlos Rafael Rivera, que je vous encourage. D'ailleurs, j'ai mis dans le mug, dans le Flipboard Nowtech, j'ai mis le lien vers la playlist de la série. Je vous encourage vraiment à l'écouter parce qu'elle est remarquable, à la fois pour les compositions originales qui vont utiliser des compositions classiques, hein, violon, piano, etc. On va avoir des grands morceaux au violon pour montrer l'intensité de la concentration lors des parties de jeu, et on va avoir des morceaux beaucoup plus délicats au piano pour les thèmes, notamment le thème du personnage principal Beth Harmon, qui sont vraiment très réussis et qu'on va retrouver, qui vont nous accompagner, qui vont évoluer au fil des épisodes et de la série au fur et à mesure où son comportement s'affine, où elle évolue elle-même. Donc c'est très très chouette. Et puis à la fois les sélections des morceaux de l'époque, où on va retrouver Dionne Warwick, The Vogues, Quincy Jones, The Monkees et plein d'autres. Et on a vraiment on est vraiment ancré dans l'époque, ça marche très très bien. La photo hein, de la série est très belle également, en plus du décor, de la reconstitution historique. La manière dont c'est tourné, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a un étalonnage un peu rétro, ça fonctionne bien, mais pas trop non plus. Et le cadrage et la manière dont c'est tourné, moi, m'a beaucoup plu. Euh, et voilà, je pense que j'ai tout fait là. Je crois que j'ai réussi à tout vous dire. Bref, je sais pas si je vous ai donné envie. Je regarde un petit peu vos commentaires. Merci Samuel d'avoir partagé le lien vers la playlist. Alors c'est pas la playlist officielle de la série, parce que la playlist officielle, elle a raté plein de titres qui me semblaient avoir entendu, et celle-ci a l'air un peu plus complète, mais je peux pas... voilà, si ça se trouve, il y a peut-être des morceaux qui ne sont pas dans la série. Les horaires pour les lives, c'est de 8h à 9h, Farley. Donc là, c'est bientôt fini. On est sur la fin. Voilà, voilà. Il faut regarder le profil Instagram de Matt Dave Lewis. Mais pourquoi? Pourquoi regarder le profil de Matt Dave Lewis? Je sais même pas qui c'est. Je le fais en live. Hein. Matt... D'accord. Dave... Ah oui, c'est vous me disiez Longbottom. Ah oui, il a bien changé, oui. Oui, tellement anglais. Tellement anglais.
Mais c'est chouette, ouais, c'est chouette de les voir adultes et de voir qu'ils continuent leur carrière, etc. Pour certains, c'est chouette. Mais je vois qu'il y a des fans, hein, il y a des fans de Longbottom dans la chatroom. Je regarde tous vos podcasts, mais pas encore une fois le live. Bah écoute, Martintin, j'aime beaucoup ton pseudo. Je te propose de revenir demain matin. Tu seras en compagnie de Guillaume. Essaye de venir peut-être plutôt vers 8h si tu veux pouvoir interagir avec la chatroom. Sinon, tu peux toujours regarder en live, hein, et en replay, évidemment, sur YouTube ou en podcast. Mais voilà. Bah écoutez, mais elle n'est pas toute seule devant la caméra. Qui se cache derrière? Personne. Très déçue de la série Révolution de Netflix. Je t'avoue que Harmon Rab, j'ai pas du tout essayé. Mais en tout cas, voilà, vous avez une série à vous mettre sous la dent, surtout si il y a un prochain confinement annoncé. C'est 7 épisodes, donc ça vous engage pas à long. Et je vous encourage vraiment de persévérer, parce que moi j'ai trouvé vraiment que la série gagnait en profondeur, en subtilité au fur et à mesure des épisodes. Elle se bonifie. Et vraiment, j'ai terminé le dernier épisode hier soir et j'étais ravie. Voilà, j'ai adoré. C'est pas une série parfaite. Il y a des petits défauts ci et là, mais elle faut vraiment le coup d'œil et on n'a pas besoin d'être passionné des échecs pour être intéressé. Donc, c'est le live d'Halloween. C'est pas encore Halloween, hein, vous êtes trop en avance dans la chatroom. Sur ce, ça sera, oui, Mandalorian pour Halloween. Je vous souhaite une excellente journée, il est 9h07. Très bonne journée à tous. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, le mercredi. Et sinon, vous retrouvez demain matin Guillaume à 8h pour le prochain mug. Très bonne journée à tous. Bye bye.